Madame, monsieur, bonjour. Dans notre Zoom d'été aujourd'hui, rendez-vous est pris avec Théo Segui, jeune youtubeur interviewé par Martial Bild. Et pour ce Zoom d'été, je suis très heureux d'accueillir un jeune youtubeur que les téléspectateurs de TV Liberté ont appris à connaître. Certains ont appris à le connaître en le suivant sur le site tvliberté.com, en suivant les vidéos qu'il fait sur sa chaîne YouTube intitulée « Fais passer l'info ». Théo, bonjour. Bonjour. Donc, Fais passer l'info, c'est le décortiquage de l'actualité et au scalpel. Votre parcours personnel, c'est quoi? C'est-à-dire que j'ai 19 ans, donc mon parcours il est assez court. Mais j'ai commencé par être un bon élève déjà à l'école. Même si c'était pas facile parce que j'avais des crises de rébellion assez aiguës arrivées au lycée. Ça m'a pas empêché de quand même réussir ma scolarité globalement. Et puis, mis à part quelques péripéties familiales un peu inattendues, j'en suis là aujourd'hui, je suis à la fac aujourd'hui et je produis ces vidéos pour TV Liberté. Voilà, Fais passer l'info. Mais avec beaucoup d'humilité, mais aussi beaucoup de lucidité, pourrait-on dire. Vous dites que longtemps, vous avez été un endoctriné. Vous avez 19 ans, vous avez déjà été endoctriné. Tout à fait, oui. Dès le début, dès le passage à l'éducation nationale, dès la primaire, on est formaté à être... on est formé en fait à être des salariés et des gens qui ne s'informent pas et qui acceptent soit la vision des multinationales représentées par les médias mainstream on va dire. Et donc oui, on est dès le plus jeune âge habitué mais par confort, voilà, à s'arrêter à TF1 ou à France 2 pour la vision du monde, quoi, ce qui n'est pas très Alors, efficace. TV Liberté a permis de braquer quelques projecteurs seulement, sur le programme de Fais passer l'info. Et au-delà du message Fais passer l'info, c'est sort de ta torpeur, quel est l'objectif de votre travail? À la base, l'objectif, c'était juste de faire des résumés de reportages pour des parents ou même des jeunes qui n'avaient pas le temps de s'informer ou pas l'énergie. En fait, à la base, je voulais juste faire des petits résumés de reportages d'Arte où je sélectionnais les extraits les plus intéressants et ensuite je faisais le lien avec ma tête face caméra. Et puis en fait, je me suis rendu compte petit à petit que ça suffisait pas, que 2 reportages d'Arte compilés pour traiter un sujet, ça fait bien maigre, surtout quand on veut le faire sérieusement. Et donc je me suis mis à lire des bouquins à côté, à aussi à écouter des conférences. Et puis au final, ça a donné ces vidéos-là aujourd'hui où mes vidéos de synthèse sont un mélange de bouquins, de conférences, de reportages aussi. Hein. Je n'ai pas oublié cette ligne-là, mais c'est un melting pot de plein de sources. Voilà. Alors quand on dit anticonformisme, on ne pense pas forcément tout de suite à YouTube, quoi. Donc pourquoi choisir cette plateforme de vidéo? Parce que paradoxalement, c'est la seule qui m'offre la liberté de produire un contenu qui m'est propre et sans avoir de restrictions forcément au niveau des droits pour l'instant. Et puis c'est la seule où je peux m'exprimer en réalité de manière plus ou moins anonyme, avec ma tête évidemment, mais sans mon prénom et sans mon nom, et toucher éventuellement un public qui est jeune, parce que c'est ça quand même ce que j'aimerais faire, c'est toucher les jeunes de mon âge, voilà, et les pousser à s'informer eux-mêmes en passant par mes vidéos et ensuite en allant eux-mêmes se renseigner. L'information est devenue une véritable lutte aujourd'hui, c'est ce que vous avez dit. Hein. Oui, ma chaîne prend part à cette bataille. C'est quand même quelque chose d'assez guerrier dans l'esprit. Mais ma chaîne, c'est une véritable rébellion. Hein. C'est comme ça que j'ai extériorisé mes crises aiguës à l'adolescence. C'est pas en hurlant sur mes parents ou c'est pas en criant sur les professeurs. J'ai essayé j'ai fait aussi, hein, mais j'ai essayé de le transcrire de manière un peu plus intelligente et intelligible à travers des vidéos qui permettent de réinformer les gens. Enfin, réinformer, je fais ce que je peux, mais qui permettent d'informer les gens au moins sur des sujets qui me paraissent importants et que je trouve mal traités dans les médias et qui méritent un petit coup de projecteur sur les mécanismes internes. Comment choisissez-vous les thèmes que vous abordez? Ils sont multiples, hein, et divers, oui. Et diversifiés même. Absolument, oui. Mais ce qui est rigolo, c'est que dans la plupart des thèmes, on retrouve souvent les mêmes mécanismes. C'est-à-dire que il y a beaucoup d'impostures dans pas mal de sujets, et en réalité, ces mêmes impostures et les mêmes mécanismes d'omission et de mensonges sont à peu près les mêmes dans tous les sujets. Ça marche à peu près pareil partout. Et donc, c'est intéressant de le retrouver et de traiter plein de sujets différents, divers et variés, pour en fait se rendre compte que
c'est la même chose. Et peut-être que dans une vidéo bilan future, je pourrais montrer que les mécanismes autour du réchauffement climatique ou de l'industrie pharmaceutique, c'est à peu près la même chose. Ouais. Alors, ce qui est assez marrant, c'est que quand vous faites vos vidéos, vous dites que j'essaie de m'adresser aux jeunes, mais en fait, ce ne sont pas des thématiques qui sont accrochées aux jeunes. Hein. Vous ne faites pas ma PlayStation, le sexe et la gnôle. C'est les industries pharmaceutiques, le nucléaire, voilà, des sujets qui sont des sujets durs, âpres même quelquefois, et pourtant ça accroche, on le voit bien avec les résultats. Oui, c'est vrai, mais ça accroche. Je sais que grâce aux analytics YouTube, je vois quelle population de gens je touche, et en fait, je touche très peu les jeunes. J'en ai touché pas mal sur la vidéo sur les nouvelles armes russes. J'en ai touché beaucoup, mais c'est plutôt parce qu'elle a été diffusée de manière assez massive, je ne sais toujours pas trop pourquoi, que j'ai touché un public jeune, plutôt que par le sujet traité. Oui, je traite pas le sexe, la drogue, etc. Quoique je le ferai peut-être un jour, mais parce que je m'y sens pas trop encore apte. Et puis c'est des sujets qui, en fait, même on en parle beaucoup, souvent on en parle beaucoup, mais on n'en sait pas grand-chose. Hein. Mais c'est pas forcément intéressant pour les jeunes, d'ailleurs. C'est plus des oui, sujets c'est vrai. Pour les adultes. Oui, jeunes pour les adultes. Oui, c'est vrai. C'est vrai, mais ce serait intéressant de les traiter, mais je le ferai plus tard parce que je pense que je vais avoir encore besoin d'un peu d'expérience pour les traiter. C'est très dur. Bon, alors le prochain sujet. Alors le prochain sujet, c'est le trafic de drogue. Donc ça va être la French Connection, de 45 à 70. Il y aura 3 petites vidéos dans un format de à peu près 10 minutes, plutôt que de faire des formats très longs, comme l'eugénisme où c'est 20 minutes, ou l'industrie pharmaceutique où c'est 20 minutes aussi. Donc ce sera des formats plus courts et qui seront, ce sera par thème, ce sera thématique. Il y aura 3 vidéos thématiques qui tourneront autour de la drogue et qui respecteront aussi un ordre chronologique. Donc on fera French Connection et puis on fera la Colombie et Pablo Escobar et puis Afghanistan et jusqu'à aujourd'hui. Parfait. Eh bien, votre parcours, on l'a vu. Et on va passer maintenant, si vous le voulez bien, à ce questionnaire personnalisé. Chacun s'est prêté à ce jeu. À l'âge de 10 ans, c'était avant-hier, quel métier souhaitiez-vous faire? Eh ben, youtubeur. Alors non, mais ce qui est rigolo, c'est que je ne m'en souvenais pas et donc j'ai appelé. C'est loin. J'ai appelé un proche pour lui demander ce que je voulais faire. Vous avez pris le 50-50, non? Ouais, exactement. J'ai pris l'appel à un ami, tout à fait. Et il m'a dit, tu ne savais pas. Je ne savais pas en fait ce que je voulais faire. Et alors je voulais faire Polytechnique à l'époque parce que j'avais de très bonnes notes à l'école, mais c'était plus c'était mon grand-père voulait que je fasse Polytechnique. Il fondait quelques espoirs en moi et je ne les ai pas, je ne les ai pas respectés. Mais j'ai pris une autre voie, j'ai bifurqué, ce qui est pas forcément plus mal parce que Polytechnique c'est quand même très dur. C'est vrai. Pour vous, un symbole de liberté. C'est quoi la liberté à 19 ans? Alors déjà, la liberté à 19 ans déjà. Oui. La liberté, pour trouver un symbole de liberté, encore aurait-il fallu que je définisse clairement le mot. Le mot liberté, difficile à définir. Moi, je dirais la terre. Un symbole de liberté, au Moyen-Âge, les hommes ils étaient considérés libres que quand ils disposaient d'une terre. Donc ils pouvaient cultiver. Aujourd'hui, on en est loin. On est amoncelé dans des immeubles dans lesquels on n'a plus accès à la terre d'ailleurs. Et parce que terre rime un peu avec enracinement, et enracinement rime avec liberté. Hein, parce qu'à partir du moment où on est déraciné, on se cherche perpétuellement, que ce soit à travers de la consommation, de mouvements comme, par exemple la théorie du genre. Voilà. Aujourd'hui, on est dans une pleine perte d'identité quand même. Et je crois que la liberté, la première liberté, c'est de retrouver son identité, quoi. Voilà. Un défaut insupportable à vos yeux? Difficile à dire. Un défaut insupportable à mes yeux. Je crois que je dirais la lâcheté ou la malhonnêteté. Mais en même temps, est-ce qu'on peut vraiment reprocher à des hommes de notre époque d'être lâches ou malhonnêtes alors que tout pousse à l'être ou à le devenir? Donc est-ce que c'est vraiment insupportable? Moi je trouve ça supportable. J'en veux pas aux gens, même s'ils sont lâches. Ou même si je les trouve lâches. Bon, on va dire la lâcheté, mais bon, allez, sans rancune. Alors, une qualité louable, ça c'est plus facile. Le courage, ouais, je dirais le courage. Qualité louable, le courage, courage d'affirmer, courage de s'opposer, courage de se révolter aussi. Non, intelligemment évidemment, mais le courage. Ouais. La rébellion toujours. Qu'est-ce qu'il y a de gauche en vous? Vous avez dit que vous aimiez beaucoup Greta, par exemple. Ah oui, alors, qu'est-ce qu'il y a de gauche en moi?
Alors, si ce terme a encore un peu de sens, je dirais le combat social, le combat pour les travailleurs, ou le combat pour les conditions de vie. Voilà, l'attention sur les classes ouvrières, l'empathie pour les conditions de travail qui sont terribles. Est-ce qu'on peut qualifier ça de gauche? J'en sais rien, je crois pas, mais bon, ça marche dans le paradigme, donc on va dire ça, quoi. Voilà, si on fera de la réinformation là-dessus. Voilà, c'est ça. Et de droite, alors, qu'est-ce qu'il y a de droite chez vous? De droite, je suppose les valeurs, la volonté d'enracinement, le respect de la culture, des traditions, voilà, tout ce qui s'attache finalement plus au spirituel qu'au matériel, ce serait plutôt de droite, mais je crois pas trop au bienfait de ce clivage droite-gauche, ni à son existence aujourd'hui, je veux dire. Mais ceci dit, bon, voilà, je pense oui, les valeurs, oui, peut-être, oui. Voilà, c'est la question qui est dépassée, quoi. En fait. C'est possible que la question soit dépassée complètement, ouais, Voilà, je je le pense. dirai aux auteurs. Quelle est votre citation préférée? Ma citation préférée. Il y en a une de Guy Debord que j'aime beaucoup. C'est la vérité s'inscrit toujours au négatif des apparences. Alors bien qu'elle paraisse un peu facile comme ça, je trouve qu'on le vérifie beaucoup, surtout au niveau médiatique. Et je trouve que ça se vérifie beaucoup. Et donc il l'a écrit dans La Société du spectacle et très attaché à ce concept, j'aime beaucoup. Voilà, Guy Debord. Quelle est la personnalité avec qui vous aimeriez dîner? Ou que vous aurez vivante ou décédée, ou morte? Ah, ou décédé? Ah oui. Ah, j'aurais pu choisir. Ah, je peux choisir. Vous pouvez choisir qui vous voulez, c'est très bien, parce qu'ici c'est une TV libre. Décédé. Non, décédé, je sais pas trop. J'aurais bien voulu dîner avec Balzac mais de vivant. Vous aurez fait payer la note. C'est possible. Oui, c'est possible. Mais de vivant, je dînerais bien avec Michel Houellebecq parce que je comprends pas trop le personnage. J'aime beaucoup ses livres et en même temps, il est très énigmatique quand il passe dans les médias. Et j'aimerais bien percer un peu le mystère, ouais, Houellebecq, ça me plairait bien. Houellebecq, très bien. Michel, si vous entendez cette interview. Oui, mais il n'est pas loin. Quelle est la personnalité avec qui vous aimeriez dîner? Ça, je vous ai déjà posé la question, on ne va pas le refaire, mais par contre, quand on dîne, il faut une boisson. Quelle boisson vous utiliseriez ou vous preniez pour faire disparaître la tristesse, pour vraiment retrouver la joie? C'est quelque chose qui va vous amener à être joyeux. Je sais pas si j'ai très envie de faire disparaître la tristesse, mais alors imaginons qu'il y ait une boisson et que j'ai besoin de me remettre d'aplomb. L'eau, c'est bien. Hein. Non. L'eau, mais, vous savez que vous faites rire tous vos amis, là, qui vous regardent. C'est bon, l'eau, non, ou un jus de fruits pressé. C'est de la désinformation, là. Ou un jus de fruits pressé. Ah oui, carrément. Mais pas de soda, je vais avoir des sodas. Et jus de fruits pressé ou de l'eau, ouais, je bois que ça. D'accord, pas d'alcool. Ouais, mais ça, c'est moins... Oui, si, de l'alcool, effectivement. Je suis pas votre père, mais excusez-moi, c'est pas un problème de me le dire. Mais l'alcool, ouais, mais faut pas avoir l'alcool triste, mais un peu d'alcool, ouais, pourquoi pas, un petit whisky, ça remonte, quoi. D'accord, on est arrivé. Quelles sont pour vous les vacances idéales? Les vacances idéales, les vacances idéales, pour moi, c'est les vacances chez ma grand-mère. C'est d'ailleurs exactement ce que je vais faire cet été. Dans les îles? Exactement, dans les îles, exactement. Non, dans le sud-ouest, et puis à la campagne. Et j'y passe toujours d'excellentes vacances et j'ai pas envie d'autres vacances particulières. Donc, si vous êtes à la campagne, ça va être difficile de vous poser la dernière question. Que lisez-vous sur la plage? Mais que lisez-vous dans le pré? Alors, à la plage, souvent, je me baigne, donc c'est pas très propice à la lecture. Mais ceci dit, si je devais lire à la plage, je lirais des bouquins assez légers ou des romans français, des classiques, ou du Zola ou du Balzac. Mais bon, c'est pas ce que je fais quand je suis à la plage, mais parce que j'aime bien prendre des notes. Et à la plage, c'est pas très pratique. Mais Balzac avec un verre d'eau. À 19 ans. Exactement, voilà. Balzac et verre d'eau à la plage. C'est l'anticonformisme. Je suis un peu hors du temps. Et après, le retour, tout de suite, vous réattaquez vos vidéos? Ah oui, je réattaque tout de suite, ouais. Je réattaque tout de suite parce que je vais produire les 3 vidéos en même temps sur le trafic de drogue. Donc j'attaque tout de suite, là, j'ai déjà bien attaqué d'ailleurs. Je finis et puis je tourne et en avant on poste, quoi. Bon, parfait. Et on vous retrouve sur TV Liberté à la rentrée alors. Exactement. Merci beaucoup Théo. Merci d'être venu Merci à vous. cet été avec nous. Merci à vous. Et dans le meilleur de TV Liberté, une ancienne personnalité politique qui a marqué le paysage médiatique français il y a quelques années,
Jean-Marie Le Pen, fondateur du parti Front National devenu Rassemblement National il y a peu. Un entretien réalisé en 2016 avec Élise Blaise et Martial Bild. Nous avons décidé d'inviter un homme mystère qui a décidé de venir masqué. Monsieur, pourquoi vous avez décidé de venir avec un masque ce soir? Et parce que nous sommes le Mardi Gras et que c'est le jour de fête qui précède, comme vous savez, les 40 jours de carême, et ce qui symbolise en quelque sorte, qui rappelle le séjour de Jésus au désert, dans le désert, et qui font une période d'ascèse, en particulier diététique, mais qui est précédé d'un jour de fête qui est celui du carnaval. Et comme je suis un défenseur de la tradition, je respecte la tradition du carnaval, du Mardi Gras. Normalement, un homme politique, parce qu'on a reconnu votre voix, Jean-Marie Le Pen, un homme politique, c'est quelqu'un qui enlève le masque. Oui, généralement, les hommes politiques sont masqués toute l'année. C'est aujourd'hui qu'ils devraient enlever le masque. Moi, je combats généralement un visage nu, mais aujourd'hui, j'étais venu avec mon masque. Jean-Marie Le Pen, bonjour, vous êtes député européen, président fondateur et président d'honneur du Front National. Et en ce jour de Mardi Gras, nous sommes très heureux de vous accueillir. Et la première question, eh bien, c'est celle d'un homme qui est avancé aussi masqué, qui est Jérôme Cahuzac. Lui aussi a porté un masque, et le masque est tombé. Et il est dans les difficultés, M. Cahuzac, aujourd'hui. Et non pas qu'il ne les ait pas mérités, mais il ne faut pas oublier tout de même que c'est un cadet de Gascogne. Vous savez, moustache de chat, jambes de cigogne, bretteur, menteur sans vergogne. Nous sommes les cadets de Gascogne, de Carbone, de Casteljaloux, qui font cocu tous les jaloux. Alors, il vous a apporté de l'huile, il vous a apporté la caution remarquable de l'homme politique pourri, corrompu. Vous avez cessé pendant des décennies de dire qu'ils sont tous pourris, ils sont tous corrompus, et bien il vous en a apporté la preuve. Oui, Cahuzac était dans le paradoxe d'être l'homme chargé de poursuivre les délinquants fiscaux, et il était lui-même un délinquant de première classe, si j'ose dire. Mais ça ne nous étonne pas, il y a dans d'autres domaines, il en est de même. On a subi certains appels au patriotisme par des gens dont ce sentiment est assez éloigné. On parle de patriotisme, il y a une deuxième personnalité qui est apparue dans l'actualité de ces derniers jours. Il s'agit du général Piquemal qui s'est rendu samedi dernier à Calais. Comme vous le savez, on reproche au général Piquemal d'avoir manifesté avec un mouvement étranger. Est-ce que vous trouvez l'argument recevable et comment trouvez-vous l'attitude du général que vous avez certainement rencontré? J'ai trouvé sympathique qu'il aille à la manifestation. J'ai trouvé moins sympathique le fait qu'il se désolidarise des gens qui étaient avec lui. Mais je me souvenais aussi qu'il avait été 3 fois membre d'un cabinet ministériel socialiste. Par conséquent, je ne suis pas très étonné, mais on voit quelques socialistes venir vers le patriotisme. Après tout, pourquoi pas? Même le général, qui est comme moi, est un ancien légionnaire et qui doit être assez porté tout de même vers la défense de la nation. Alors, on remarque quand même, Jean-Marie Le Pen, qu'il y a de très nombreux généraux actuellement. Je pense au général Desportes, je pense au général Pinard-Legris, au général Martinez, au général Tauzin, qui prennent la parole. Et considérez-vous que c'est utile et que c'est nécessaire? Écoutez, la grande muette doit leur peser. Et alors, quand ils sont à la retraite, ils retrouvent tous les courages dont ils n'ont pas pu faire preuve quand ils étaient sous les drapeaux, si j'ose dire. Je crois que c'est un phénomène politique plus important, cher Martial Bild. C'est que je crois que Marine Le Pen, par la crise qu'elle a ouverte au Front National, a créé une certaine béance à droite. Et qu'un certain nombre de gens ont quelques idées, se dire après tout, s'il y a peut-être une place de candidat à la présidence de la République, alors que je pense que Marine devrait refermer le plus rapidement possible cette béance, de façon à ce que les ambitions se tarissent d'elles-mêmes. On va d'abord revenir à Calais, Jean-Marie Le Pen. Comment jugez-vous aujourd'hui la politique du gouvernement relative à cette ville qui aujourd'hui a subi un afflux de migrants sans précédent? Le Front National parle d'ailleurs de désastre humanitaire et sécuritaire. Oui, il n'y a rien de plus grave pour le pouvoir que l'impuissance, qui est son contraire en quelque sorte. Et c'est la démonstration que fait Calais, c'est que le pouvoir politique est incapable de maîtriser la situation. Dans une démarche qui est d'ailleurs en elle-même absurde, qui consiste à défendre la frontière britannique. Parce que s'il y a beaucoup de gens à Calais,
c'est parce qu'on les empêche d'aller en Angleterre où ils ont l'intention d'aller. Autrement dit, comme en d'autres circonstances, nous sommes au service de Sa Majesté. Alors on voit que le problème principal à Calais, c'est que ces clandestins sont très nombreux dans cette jungle que certains appellent la lande. Est-ce que vous pensez, comme certains, que la solution pourrait être de répartir ces clandestins dans les petits villages français? Non, je crois que pour eux, comme pour pas mal de gens, il faut faire la remigration, c'est-à-dire le retour dans les pays d'où ils viennent, parce que c'est une aberration de recevoir chez nous, après avoir pendant 40 ans reçu 200 à 300 000 immigrés par an, aussi bien sous la droite que sous la gauche, nous sommes full up, comme on dit, n'est-ce pas? C'est-à-dire gorgés jusqu'au bord. Et nous ne pouvons plus accueillir personne et nous devons même, je crois, nous débarrasser d'un certain nombre de gens qui sont venus chez nous sans que nous le souhaitions. Mais comment réussir aujourd'hui une remigration alors que l'on voit qu'aujourd'hui, les déboutés du droit d'asile ne sont pas reconduits dans leur pays? Oui, ben je vois, c'est l'impuissance, c'est l'incapacité. Le pouvoir n'est plus capable de défendre les Français. Or, la mission d'un État, c'est de d'abord défendre ses nationaux. Quand il n'est plus capable de les défendre, eh bien, il est évident qu'il faudrait qu'il soit remplacé par quelque chose d'autre. Jean-Marie Le Pen, vous dites que le gouvernement doit défendre les Français. Il le fait par exemple par sa loi, par la volonté d'inscrire dans la Constitution des éléments comme la déchéance de nationalité pour les terroristes. Or, c'est une idée du Front National. Et quand on vous pose la question de savoir si vous étiez député à l'Assemblée nationale, vous êtes au Parlement européen, ben vous répondez « je voterai contre la déchéance de la nationalité ». Absolument, parce que cette mesure est dérisoire, elle est inutile et donc nuisible. Je pense que les gens, les terroristes qui ont porté les armes contre la France ne doivent pas être déchus de la nationalité française, ils doivent être condamnés à mort et fusillés. Mon point de vue, moi. Puisque nous sommes soi-disant en guerre, je ne vois pas pourquoi on ménagerait ceux qui veulent tuer nos femmes et nos enfants, comme dit la Marseillaise, n'est-ce pas, aux armes citoyens. Bon, par conséquent, je trouve logique que les patriotes votent contre cette loi, parce que c'est de l'enfumage. On nous raconte des histoires, pendant qu'on parle de ça, on ne parle pas des choses sérieuses. C'est peut-être un symbole, mais c'est un symbole qui compte. Oui, non, je ne me laisse pas prendre au jeu des symboles, débat qui dure depuis 2 mois bientôt et qui va continuer ensuite, et qui a eu tout de même un mérite, c'est le départ de Mme Taubira. Encore que je ne me fasse pas d'illusions, Mme Taubira ne s'est pas imposée dans ce gouvernement. Elle a été choisie par M. Hollande pour faire ce qu'elle faisait et qu'elle a fait avec une certaine vigueur et même, disons-le, avec un certain talent. Alors, sur ce débat sur la déchéance, vous êtes arrivé à dire que vous étiez pour la suppression de la binationalité. Mais même si on n'a pas de chiffres, Jean-Marie Le Pen, on pense maintenant que 5% de la population française sont des binationaux. Comment supprimer cette binationalité quand elle touche 5% des Français? Oui, même si ça touchait 10%, la binationalité, c'est un peu comme la bigamie. Il me semble assez difficile d'être fidèle à 2 femmes en même temps. Il est très difficile d'être fidèle à 2 nations, surtout que l'histoire peut en quelque sorte les mettre en contradiction et même en violence, l'une contre l'autre. Alors on a vu, Jean-Marie Le Pen, qu'aujourd'hui le terrorisme touchait directement le Front National. On voit dans le dernier magazine de l'État islamique, Dar al-Islam, qu'il y a une menace qui est proférée directement contre les élus du Front National, les responsables du Front National. Est-ce que, selon vous, il est du devoir du ministre de l'Intérieur de fournir une protection à ses élus et à ses membres du Front National? Oui, mais le pouvoir n'arrivera pas à fournir de protection à tous les lycéens, à tous les collégiens, à toutes les collectivités qui se trouveraient menacées vraiment ou de façon fallacieuse par des coups de téléphone comme on l'a vu d'un certain collégien. Bon, ce que je crois, c'est que le terrorisme va durer dans notre pays, menacera beaucoup de gens. Je pense que ceux qui disent qu'ils ne feront pas le 1er mai de Jeanne d'Arc parce qu'il y a une menace de Daesh, à mon avis, sont des pleutres ou des menteurs. Donc je dis, moi, que dans ce cas-là, si jamais le Front National renonçait à son défilé traditionnel, qui s'est tenu 27 fois, je crois, eh bien moi, j'appellerai les gens à venir avec moi devant la statue de Jeanne d'Arc, place des Pyramides, le 1er mai. Et pour en revenir à cette menace directement proférée à l'encontre du Front National, c'est amusant de voir cette menace arriver aujourd'hui, alors qu'on se rappelle que dans une émission de radio, il y a peu de temps, un journaliste et son invité avaient comparé le Front National à Daesh.
Oui. Non, mais ça ne m'inquiète pas beaucoup. Ça fait partie du jeu de communication de ces organisations. Et je dois dire que Daesh maîtrise parfaitement ces techniques de sidération de l'opinion et sème la crainte et provoque quelques retraits, quelques abstentions. Ça fait partie de la guerre psychologique qu'il mène et que personnellement je suis prêt à affronter. En fin de semaine, le Front National a tenu à se réunir pour se mettre en situation de pouvoir conquérir le pouvoir en 2017. Il l'a fait lors d'un séminaire où vous n'étiez pas invité. Non, oui, vous savez, j'ai dit que généralement les séminaristes, on dit un pater et un ave. Il y avait un ave, mais pas de pater. Bon. Alors, Le Monde d'aujourd'hui a titré « Pour préserver l'unité du Front National, Marine Le Pen se plie à l'art de la synthèse ». Mais pendant plusieurs décennies, vous avez souvent eu cette volonté de pratiquer cet art qui était celui de la synthèse. Donc vous vous retrouvez dans cette démarche. Il y a une chose qui m'a un peu gêné dans la réunion de ce colloque, symposium ou séminaire, appelez-le comme vous voulez, c'est la réunion des parlementaires avec quelques invités supplémentaires. Et il me semble, je crois que la démocratie comporte un certain nombre d'inconvénients, mais elle comporte aussi un certain nombre d'avantages dont il ne faut pas se priver. Et en particulier de recourir aux organes démocratiquement élus. Au Front National, il y a 2 organes qui sont démocratiquement élus. C'est la présidente, d'une part, élue par le Congrès, et le comité central, qui comporte 100 membres, 120 même, dont 100 élus et 20 nommés par la présidente. Or, cet organe qui devrait être réuni une fois par an n'a pas été réuni l'année dernière et serait utilement réuni et pourrait donner un avis circonstancié et démocratique sur la marche du mouvement et sur son avenir. Je demande donc à Marine Le Pen de bien vouloir réunir ce comité central pour des travaux qui me paraîtraient plus utiles que ceux du séminaire. Pour des travaux, vous aviez créé, vous aussi, des organes différenciés, par exemple un pré-gouvernement que vous aviez créé pour réfléchir. On peut donc considérer qu'on est un peu dans la même démarche de la part de Marine Le Pen. Mais je pense que quoi que fasse Marine Le Pen, elle sera bien obligée de mettre ses pas dans les miens, puisque je l'aurais précédée pendant 40 ans et que nous nous sommes efforcés, contre vents et marées, d'exprimer la volonté d'un nombre de plus important de Français, de plus en plus important, puisque nous sommes, je rappelle tout de même que en 95, on a eu 4 millions et demi même, je crois. Bon, on a 6 800 000 cette fois-ci au régional, c'est très bien, c'est une progression normale et qui doit conduire à l'élection de Marine Le Pen à une condition. C'est qu'elle présente l'unité de son mouvement, elle-même symbolique de l'unité de la mouvance nationale qui ne sera entraînée dans un mouvement quelque sorte victorieux, combatif, que si le Front National donne l'exemple lui-même de l'unité. Alors justement, à l'issue de ce colloque, de ce séminaire entre les cadres, plusieurs mesures sont sorties, notamment l'approche des questions de santé publique, de justice sociale, d'écologie et de patriotisme alimentaire. Est-ce que vous pensez que ce sont des thèmes fondamentaux pour réussir à franchir ce plafond de verre que Marine Le Pen aujourd'hui n'arrive pas à franchir, il semble. Tout cela figure dans le programme du Front National. Il y a un très gros ouvrage de 450 pages, je crois, qui c'est le programme de gouvernement du Front National, qui date de 2002. La doctrine du Front National n'a pas évolué depuis. Et je rappelle que seul le Congrès peut modifier les grands axes de combat du Front National. Et enfin, en 2007, en 2012, en 2014, on n'a pas, en 2011 et 2014, on n'a pas changé ces axes-là. Donc, tous ces problèmes écologiques, santé, etc., ont été traités. Nous avons des positions sur ces sujets, mais bien évidemment, comme les partis politiques doivent le faire normalement, nous allons à l'essentiel. Qu'est-ce qui est essentiellement et formidablement essentiel aujourd'hui? C'est l'immigration massive qui déferle sur toute l'Europe et qui menace de submersion notre continent. Et il y a là un danger de premier plan, en quelque sorte, qui entraîne d'ailleurs insécurité, chômage, fiscalisme, etc. Il y a toute une série de conséquences de ce déferlement migratoire et il n'est pas étonnant que le Front National s'adresse d'abord au public français en évoquant ces idées-là, mais je dois dire que les discours de Marine Le Pen sont assez proches de ceux de Jean-Marie Le Pen.
sur ces thèmes. Est-ce que vous croyez qu'il y a un plafond de verre? Est-ce que vous pensez que ça existe, un plafond de verre, ou est-ce que c'est une vue médiatique Je crois que c'est une vue médiatique. D'autant que je veux dire qu'il y a un autre phénomène, comment dirais-je, électoral que le majoritaire. C'est le plébiscite. Si on peut parfaitement se trouver dans une situation événementielle tellement grave que le plafond de verre non seulement n'existe pas, mais sera pulvérisé, que peut avoir 70-75%. C'est d'ailleurs comme cela que je pense que Marine devrait arriver au pouvoir de telle manière qu'elle ait une assemblée qui soutienne sa politique, n'est-ce pas, très largement majoritaire. Et je pense que cette occasion, ça peut être 2017, mais les événements nous donneront-ils l'occasion de le faire? Je ne sais pas. Alors néanmoins, il reste quand même des difficultés, parce qu'on voit bien que les nouveaux axes envisagés par le Front National sont aussi une réponse à ce qu'on peut appeler encore la marginalisation, de moins en moins forte, néanmoins, une marginalisation du parti de Madame Le Pen, puisque 56% des Français, si on en croit les sondages, considèrent que le Front National représente un danger. C'est ce chiffre-là qui était déjà de 56% en 2011, quand vous avez quitté la présidence du Front National. Donc cette marginalisation, elle existe. Il faut bien donc trouver les moyens. Permettez, je dois dire que si 56% des gens considèrent que le Front National est un danger pour la démocratie, ça veut dire que 44% sont d'un avis inverse. Et 44% de l'opinion, c'est déjà très proche de la majorité nécessaire. Par conséquent, ça me rend plutôt optimiste. D'autant que, je rappelle cette vérité extraordinaire et incroyable, le Front National est le seul parti politique au monde qui n'a pas de journal. Eh bien, je crois que cette carence doit être comblée rapidement, parce que même si les gens lisent de moins en moins, ils lisent quand même. La preuve, c'est qu'il y a de plus en plus de livres. Il n'en reste pas moins, Jean-Marie Le Pen, qu'il y a encore une forme de rejet dans l'opinion publique du Front National. Il y a encore une mobilisation importante contre le Front National aujourd'hui. Comment vous expliquez cela? Écoutez, dans une démocratie, il y a toujours des forces contradictoires. Ce qui est étonnant, c'est que le Front National ait réussi à atteindre de tels niveaux avec des moyens qui sont dérisoires par rapport à ceux de ses concurrents et de ses adversaires. Et par conséquent, on devrait se féliciter de ça, continuer dans l'axe qui a été suivi, qui nous a guidés pendant quelques décennies, et avoir de la patience, de la volonté, du courage, de la détermination, et puis arriver à un moment donné, avant qu'il ne soit trop tard, comme nous le disions dans notre première affiche en 72, avant qu'il ne soit trop tard, eh bien arriver à redresser la France. Qu'est-ce que vous répondez aux gens qui considèrent que le programme économique du Front National ne tient pas la route, que c'est le principal rejet qu'ils ont vis-à-vis de votre parti? Ça, c'est ce que disent nos adversaires. En fait, ils insistent sur l'euro en tablant sur la pusillanimité de certaines catégories sociales, de personnes âgées qui auraient peur de la perte de l'euro. Mais la perte de l'euro serait consécutive tout naturellement au fait que nous retrouvions notre capacité à agir, notre souveraineté nationale. Il faut supprimer l'Union européenne, l'Europe sous cette forme-là. Nous sommes pour l'Europe des nations, et nous sommes même, en ce qui me concerne, moi, je suis pour l'Europe boréale, c'est-à-dire l'Europe qui va de l'Atlantique au Pacifique et qui intègre non seulement les pays slaves, mais la Sibérie, qui est le grand espace économique et comment dirais-je, stratégique nécessaire aux peuples européens de l'Ouest, ainsi qu'aux peuples russes, bien sûr, et qui, je crois, ne sera pas préservé si nous ne réalisons pas cette Europe boréale. Vous ne faites donc pas partie de ces gens qui pensent qu'il faudrait mettre en sourdine, entre guillemets, ce thème de l'euro pour finalement se rendre compte qu'il serait très difficile d'en sortir? Il faut parler des choses qui intéressent le plus les gens. Nous n'avons pas des accès médiatiques tels qu'on puisse se permettre de parler de tout. Il faut parler des choses essentielles, il faut parler de ce qui passionne les Français, parce qu'encore une fois, la détermination électorale est plus le fait de la passion que de la raison. Orage de papier à présent, la Nouvelle Librairie nous emmène à la découverte d'un livre testament, Un samouraï d'Occident, le bréviaire des Insoumis de Dominique Vénère. Bonjour et bienvenue à tous dans ce nouvel épisode d'Orage de papier. Aujourd'hui, nous allons évoquer un livre testament.
celui de Dominique Vénère, un samouraï d'Occident. Ce bréviaire des Insoumis, comme il le sous-titre, est sorti peu de temps après sa mort volontaire qu'il s'est donnée le 21 mai 2013 à Notre-Dame. Cet ouvrage, il a terminé de l'écrire au solstice d'hiver 2012. Il savait donc déjà à ce moment-là quelle serait sa fin. Car il ne s'est pas donné la mort pour une fuite en avant, mais comme au contraire, un geste pour réveiller les consciences des Européens. Sur la couverture, il a fait un choix fort, celui de mettre la fameuse gravure d'Albert Dürer, le chevalier, la mort et le diable. Car comme le chevalier, il regarde droit devant lui, un sourire ironique aux lèvres, et ne fait pas attention au diable. Dans ce livre, il expose quelque chose de très fort. Son concept un peu phare, c'est que la tradition, ce n'est pas le passé, mais c'est ce qui au contraire ne passe pas. C'est ce qui revient toujours, peut-être sur une forme légèrement différente. Car la tradition, c'est ce qui guide nos pas et ce qui doit nous mener vers notre destin. Dans cet ouvrage, Dominique Vénère nous donne quelques pistes, nous donne quelques éléments, nous donne un socle. Un socle pour être un honnête homme européen et combattre pour la destinée de notre civilisation. Dans cet ouvrage, pas de leçons, pas de morale. Au contraire, ce sont des pistes, ce sont des idées, ce sont des clés pour nous aider à aller de l'avant et à nous réaliser. À travers un certain parallèle avec le Japon, dans son titre et dans un de ses chapitres, le samouraï d'Occident, il essaye d'écrire un Bushido, un code du guerrier, mais propre à l'Europe, propre à nos traditions. Ce livre n'est pas à lire qu'une seule fois, n'est pas à lire en une fois. Ce livre, il est à être toujours sur notre table de chevet, dans notre valise de voyage, toujours à portée de nous, à lire quelques pages, quelques chapitres, pour toujours nous rappeler là d'où l'on vient et là où nous devons aller. Merci d'avoir suivi cet épisode et à bientôt pour un nouvel Orage de papier. Et on se quitte pour aujourd'hui avec une nouvelle fois un dessin d'Ignace réalisé dans le cadre de l'émission Bistro Liberté. Notre dessinateur de choc présente la présidente du Rassemblement national coincée dans une pyramide du Louvre avec écrit « Marine Le Pen n'a toujours pas réussi à briser le plafond de verre », référence taquine à l'échec de la candidate à la présidentielle en 2017. Je vous remercie d'avoir suivi ce programme d'été. On se retrouve tout l'été sur TV Liberté avec notre journal télévisé quotidiennement dès 19h. tvliberté avec un s.com.